Les clés du monde, tout de suite sur Eden Télévision Diaspora FM. Deux sujets en débat. Rwanda-Israël, destin croisé, RDC, élections hypothéquées. L'accord du 31 décembre 2016 prévoit en République démocratique du Congo que les élections se tiennent dans ce pays au plus tard en décembre 2017 pour assurer l'alternance au pouvoir. Il semblerait désormais que ce délai soit impossible à tenir selon le président de la Commission électorale nationale indépendante du pays, James William Gbagidi. Comment en est-on arrivé là? Merci Tranquillin Benotin. On en est arrivé là par un concours de circonstances. En tout cas, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, le Corneille Nangaa de son nom, a annoncé, c'était à la francophonie cette semaine, que les élections ne pourraient probablement pas se tenir en décembre, en tout cas avant décembre prochain. Et pour qu'on en arrive là, donc comme je le disais, c'est un concours de circonstances, et je dirais de circonstances malheureuses qui, les unes après les autres, sont en train de repousser les élections vers des délais plus ou moins hypothétiques aujourd'hui. Alors, tout commence donc avec l'arrivée au pouvoir depuis 2001 de Joseph Kabila. Il succède à son père assassiné par un membre de sa garde rapprochée. Joseph Kabila exerce un pouvoir quelque peu sans partage, et puis il est contesté par une opposition armée. Il y a eu une guerre du Congo qui est déclenchée. Elle va impliquer quasiment la moitié des États d'Afrique centrale, même jusqu'à la Libye. Plusieurs États vont s'impliquer dans cette guerre, et au bout du compte, un accord de paix va permettre à Joseph Kabila d'être élu en 2006 en tant que président de la République démocratique du Congo, et donc pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Joseph Kabila fait renouveler son mandat donc en 2011 comme cela se doit, et donc en 2016 il doit avoir fini son mandat et donc céder le pouvoir pour que quelqu'un d'autre lui succède. Depuis donc le milieu de l'année 2010, Joseph Kabila a lancé comme une sorte de rebuffade par rapport à l'organisation des élections. On a commencé à faire un redécoupage territorial, à annoncer à nouveau le recensement électoral, et puis un nouveau calendrier électoral qui devrait tenir compte des élections sénatoriales, des élections locales, des élections municipales, en tout cas tout un tas d'élections qui devraient forcément avoir lieu, et naturellement les législatives avant l'élection présidentielle. Et quand on observe ce calendrier-là qui avait été annoncé dans les années 2012-2013, on pouvait s'imaginer, même 2015, même on pouvait s'imaginer que l'élection présidentielle de 2016 n'allait pas avoir lieu. Effectivement, en décembre 2016, le mandat de Joseph Kabila arrive à expiration sans que les élections annoncées et les autres n'aient même été organisées, sans que le recensement électoral n'ait pu être réalisé. Entre-temps, le Congo en est passé par d'autres conflits, notamment dans la zone des Kivu. Il y avait le M23, vous vous souvenez certainement, cette rébellion qui a pris corps dans la région des deux Kivu. Il y a eu également les violences dans l'Ituri et puis dans d'autres provinces. Et puis on a constaté également les défections dans le camp de Joseph Kabila progressivement. Et ce dernier, en tout cas depuis, ne s'est pas empressé pour organiser les élections. L'ancien président de la CENI, entre-temps, est décédé. C'était un pasteur, j'ai oublié son nom, ça arrive. Et donc, progressivement, les éléments se sont mis en place pour que l'élection ne puisse pas avoir lieu. Mais en décembre 2016, les partis politiques de l'opposition, notamment l'UDPS de Étienne Tshisekedi, de feu Étienne Tshisekedi, ils vont s'entendre autour d'un accord particulier pour permettre à Joseph Kabila de rester président de la République jusqu'à décembre de l'année suivante, c'est-à-dire le temps de faire le recensement électoral et de donner priorité à l'élection présidentielle en décembre, donc au plus tard, et afin que
l'alternance puisse avoir lieu. Joseph Kabila, faut-il le rappeler, a envisagé à un moment donné de changer la constitution de la République démocratique du Congo, mais des manifestations massives qui se sont déroulées à Kinshasa dans la foulée des événements qui ont eu lieu au Burkina Faso l'ont empêché de le faire. Les violences ont été importantes. Les populations se sont vraiment ruées dans les rues. Et il y a eu plusieurs morts, mais le président Kabila a renoncé à la révision de la Constitution. Mais même s'il n'a pas révisé la Constitution, il demeure au pouvoir aujourd'hui et il semblerait, comme l'a dit Corneille Nangaa, que les élections n'auront pas lieu en 2017 et cela donne encore à Joseph Kabila un bail supplémentaire pour se maintenir au pouvoir. Le président de la Sénat, Corneille Nangaa, serait-il en mission? C'est ce que dit déjà l'opposition. Toute l'opposition est vent debout depuis que Corneille Nangaa s'est exprimé. Et ce dernier, de retour en République démocratique du Congo, en tout cas sur le chemin de retour, a confirmé encore ce matin sur une chaîne de radio internationale qu'il est formel là-dessus. Il dit ne pas être en mission pour qui que ce soit. Il donnerait priorité, selon lui, à l'élection présidentielle, à l'organisation des scrutins, mais qu'il y a des obstacles. Et parmi les obstacles qu'il cite, il y a les problèmes qui se déroulent actuellement dans les deux Kasaï. Vous savez très bien, nous avons parlé des Kamouina Sapou. Cette actualité. Voilà, des Kamouina Sapou, c'est cette milice violente qui sévit dans la région. Il y a également des agents de la commission électorale qui, dans le cadre du recensement, ont été pris la partie par des personnes non identifiées. 7 parmi les agents de la commission électorale ont été assassinés selon ce que nous rapporte Corneille Nangaa. Donc, il y a des régions où la violence est endémique, où il y a des problèmes pour le recensement de la population. Il estime qu'environ 85% du corps électoral est déjà recensé, mais il y en a encore 15%. Et puisque la Constitution ne peut pas permettre que une frange entière de la population soit exclue de l'élection présidentielle, il y a problème aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas réalisé ce recensement dans toutes les régions, selon Corneille Nangaa, il n'y aura pas élection. Et l'opposition, naturellement, et même une très bonne partie de la société civile, de même que le clergé catholique, s'insurge déjà contre les propos tenus par Corneille Nangaa, parce que pour ces derniers, il n'y a aucune raison qu'un président de la République qui sait que son mandat arrive à expiration, qui a commencé son second mandat en 2006, qui sait que son mandat arrive à expiration, en 2011, pardon, et qui sait que son mandat arrive à expiration en 2016, il n'y a aucune raison pour qu'il n'ait pas préparé les élections, qu'il n'ait pas mis en place les institutions qui devraient permettre d'aller à l'élection présidentielle. Et donc, qu'en plus, il lance des réformes territoriales, des réformes de diverses natures. Vous savez, le territoire a été morcelé de nouveau en de nouvelles provinces. Tout cela a fait qu'il y a des obligations nouvelles qui sont relatives à la Constitution. On est obligé d'attendre. Et le président de la commission électorale, quand il dit que les élections ne peuvent pas avoir lieu en cette année 2017, en tout cas pour l'évolution qu'il a enregistrée jusque-là, on a quand même l'impression que c'est un homme qui est en mission pour Joseph Kabila, qui de l'autre côté semble ne pas vouloir quitter le pouvoir après en avoir joui pendant pratiquement 15-16 ans maintenant. James William Bagidi, les obstacles feront leur effet et probablement l'élection présidentielle pourrait être reportée. Dans ces circonstances, quelle légitimité pour le président Joseph Kabila? Déjà, Joseph Kabila a perdu une partie de sa légitimité en décembre 2016 quand son mandat est arrivé officiellement à expiration. Parce que la souveraineté appartient au peuple en démocratie normale et c'est au peuple de décider de qui va le diriger. Donc l'accord particulier qu'il y a eu entre les partis politiques, entre la société civile, et en tout cas pour que Joseph Kabila se maintienne, soit encore au pouvoir aujourd'hui, était un accord déjà contre la volonté du peuple, même si à un moment donné, les leaders politiques incarnent ce peuple-là et qu'ils ont accepté de laisser Joseph Kabila au pouvoir. C'est d'ailleurs ça qui assure le peu de légitimité qui lui reste. Je ne suis pas persuadé que d'ici décembre prochain, l'opposition accepte de nouveau de donner carte blanche à Joseph Kabila pour continuer de se maintenir au pouvoir. Et donc,
la légitimité va certainement être remise en cause, mais le problème ici ne sera pas celui de la légitimité, ce sera celui de l'effectivité du pouvoir. Parce que même si Joseph Kabila n'est plus légalement ni de façon légitime président de la République reconnu par les Congolais, il n'y aura sans doute pas le mécanisme nécessaire mis en place pour qu'un autre président puisse être élu et reconnu comme tel par les populations congolaises et par la communauté internationale. Dans cette circonstance-là, bien que n'ayant pas la légitimité, il sera le détenteur de la force publique et d'ailleurs il le démontre à suffisance à l'occasion des réprimandes ou des répressions des manifestations qui se déroulent à travers le pays. Joseph Kabila aura donc l'effectivité du pouvoir jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées. Et c'est d'ailleurs sans doute pour montrer un peu ou pour tester un peu cette popularité, cette légitimité entre guillemets, qu'il était au sommet de l'Union africaine récemment à Addis Abeba pour rencontrer certains de ses pairs africains qui, dans la situation qu'ils traversent, évitent de façon plus ou moins claire de lui rendre visite ces derniers temps. Le deuxième sujet en débat, le Rwanda, Israël, destin croisé. La récente visite en Israël du président Paul Kagame a mis en évidence les excellentes relations entre le Rwanda et l'État d'Israël, assaut d'amabilité, accords commerciaux, perspectives économiques. Comment s'explique l'excellence des relations israélo-rwandaises et qu'est-ce qui rapproche à ce point les deux pays? Alors vous connaissez bien l'histoire du Rwanda, l'histoire récente du Rwanda, c'est celle de ce génocide atroce qui aura fait en un petit trimestre pratiquement 1 million de morts. Les génocidaires Hutus se sont acharnés sur les populations Tutsis et sur leurs propres frères Hutus qui ont refusé de participer au génocide. On a vu un pays en quelques mois basculer dans l'horreur la plus barbare de la violence et des milliers, des centaines de milliers de personnes seront massacrées à cette occasion. J'ai préféré nous épargner les images de ces événements extrêmement atroces. Donc, le Rwanda est aujourd'hui, avec l'évolution qu'il a eue après le génocide, le Rwanda est le résultat de cette idéologie, du moins les conséquences psychologiques de ce génocide se ressentent quand on va au Rwanda. Chacun se sent un peu coupable d'avoir contribué ou d'avoir laissé faire ce qui s'est passé, autant les Tutsis que les Hutus et surtout beaucoup plus les Hutus, puisque ce sont eux qui ont été les principaux exécutants du génocide, se sentent vraiment coupables et cela a donné un sentiment, un certain sentiment un besoin de développement, un besoin d'essor pour le Rwanda. Et le président Paul Kagame met en œuvre cet essor-là de façon particulière. Quand on compare l'histoire du Rwanda à celle d'Israël, c'est une histoire semblable. Les Israéliens ont connu l'Holocauste. L'Holocauste des Juifs sous le régime de Adolf Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui aura provoqué 6 millions de morts dans les chambres à gaz. Adolf Hitler avait décidé d'éradiquer de la terre la race juive. Il a mis tout ce qu'il avait comme moyen en œuvre à l'occasion de ce qu'il a appelé la solution finale pour nettoyer la terre de tout ce qui peut être juif ou ressembler même à des juifs. Et donc, Israël a connu également son génocide, et un génocide extrêmement brutal, et un génocide extrêmement barbare, avec des moyens sophistiqués qui ont été mis à la disposition de ces génocidaires allemands, de ces génocidaires nazis, pour éradiquer la race juive. Et donc, Israël et le Rwanda ont connu tous les deux des génocides, mais et bien sûr, il y a des différences. Au Rwanda, on peut retenir que le génocide a été commis par des Rwandais contre des Rwandais, mais en Israël, le génocide aura été commis par les nazis contre les juifs, ce qui n'est pas forcément la même chose. Ce qui est certain, quand l'on sort d'une histoire comme celle d'un génocide, on a envie de se sortir, mais non pas seulement politiquement, mais économiquement, psychologiquement, de cette situation dans laquelle on a fini par se retrouver contre, bien sûr, son propre gré. Le Rwanda est aujourd'hui parmi les pays d'Afrique qui connaissent le meilleur essor économique.
et le président rwandais, d'ailleurs, a été placé par l'Union africaine à la tête des réformes qui peuvent donner lieu à une évolution positive de l'Union africaine. Ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi. Il apparaît aujourd'hui comme un leader important sur le continent africain. Mais de l'autre côté également, on a un État d'Israël qui a connu des dirigeants extrêmement rigoureux qui, dans des conditions parfois difficiles, ont fait d'Israël aujourd'hui une puissance économique, une puissance militaire, sinon même la première puissance militaire de la sous-région du Proche et Moyen-Orient. L'autre chose, on peut ajouter que Israël est dans une position d'oppression vis-à-vis du peuple palestinien dont il a plus ou moins, disons-le, arraché une partie des terres et les occupe de façon illégale au regard du droit international. Et on peut également reprocher au Rwanda, à des moments donnés, de s'introduire sur le territoire de la République démocratique du Congo, on l'a vu dans les deux Kivu, pour aller combattre ceux qui, par le passé, avaient commis le génocide et qui ont trouvé refuge sur ce territoire. Donc voilà beaucoup de similitudes entre les deux pays, mais c'est surtout sur le plan psychologique que les deux se rapprochent pour avoir vécu chacun leur génocide. Et c'est cela qui fait que le président Kagame est tellement apprécié par le gouvernement de Benjamin Netanyahu et les précédents gouvernements israéliens d'ailleurs. À quand remontent les liens entre les deux pays? Les liens entre les deux pays remontent à loin. Vous savez, Israël n'avait pas toujours été accepté sur le continent africain pour les relations diplomatiques. Israël était un peu rejeté, surtout que les pays arabes qui avaient des relations importantes avec l'État africain faisaient en sorte et donnaient des directives pour que Israël ne soit pas reconnu, parce que Israël a été créé en 1948 en violation du droit international et sur des terres arrachées aux Palestiniens. Cela ne plaît pas aux Arabes, ça a provoqué plusieurs guerres. C'est un autre sujet dont on parlera à une autre occasion. Mais en 2008, par exemple, le président Kagame, je dirais c'est le point culminant des relations entre Israël et l'État rwandais. En 2008, il a été invité à assister en personne au 60e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Donc il était l'invité d'honneur pour les manifestations officielles. Cela va déclencher, je pense, un surplus de bonnes relations entre les deux pays. Et depuis, je dirais, les différents gouvernements qui se sont succédés en Israël gardent de très bonnes relations avec le continent africain, à travers en particulier le Rwanda. Et la stabilité politique que l'on constate au Rwanda aussi joue en faveur de ces événements, joue en faveur de ces relations, ce qui n'est pas forcément le même cas en Israël. Vous savez, les gouvernements israéliens, depuis bien longtemps, ont toujours été changés avant l'expiration de leur mandat, parce que un déséquilibre au Parlement, un petit déséquilibre au Parlement suffit pour que des élections anticipées soient organisées. On en a encore connu récemment et Benjamin Netanyahu est resté au pouvoir. Et puis le président rwandais, Paul Kagame, fut le premier dirigeant africain à s'exprimer devant le lobby israélien aux États-Unis. Pour quel bénéfice? Oui, alors le président Kagame a été effectivement le premier Africain, et si je ne m'abuse, il est jusque-là le seul. C'était en mars 2017 qu'il s'est exprimé devant le lobby israélien de l'AIPAC pour déjà dire son soutien à ce lobby israélien, à l'État d'Israël en général. Mais vous savez, quand on est dans la posture qui est celle de Paul Kagame, quand on est dans la posture qui est celle du Rwanda, les bonnes relations avec un État puissant, un État organisé, un État stratégiquement important comme Israël, c'était une très bonne chose. Il faut noter qu'en 2003, le Rwanda avait accepté d'accompagner les États-Unis dans la guerre contre l'Irak, alors que l'ensemble de la communauté internationale rejetait cette guerre-là. Plus tard, Israël va obtenir également le soutien du Rwanda à l'occasion de votes au niveau du Conseil de sécurité, quand le Rwanda va siéger au Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est exactement la même chose. Le Rwanda apporte un soutien pratiquement indéfectible à l'État d'Israël, et cela lui permet en retour, le Rwanda, de bénéficier, parce que l'Israël étant un État militairement fort, de bénéficier d'un soutien militaire, de bénéficier de formation, de bénéficier de ressources financières également, même si l'Israël n'est pas un État
très très riches, en tout cas qui donnent de l'argent à l'extérieur. Israël en donne quand même au Rwanda. Voilà autant d'avantages que le président rwandais tire de cette relation particulière qu'il entretient avec le pays de Sahel, avec l'État hébreu. Et puis cela lui permet aussi d'avoir de très bonnes relations, en tout cas jusque-là, avec les États-Unis d'Amérique, qui sont un soutien indéfectible et perpétuel de l'État d'Israël. Et quelle perspective maintenant pour les relations entre le Rwanda et les États-Unis, maintenant que ces relations se dégradent? Voilà, effectivement, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, je dirais même un peu avant le départ du pouvoir de Barack Hussein Obama, les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Rwanda se sont dégradées, notamment à cause des problèmes de gouvernance politique au sein du Rwanda. Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, n'a pas encore changé ça. D'ailleurs, il faut remarquer que Donald Trump se préoccupe très peu des relations qu'il y a entre son pays et les États d'Afrique. Donc, pour le moment, il n'a pas encore modifié le rapport qu'il y a entre Israël et entre Israël et les États, le Rwanda, entre le Rwanda et les États-Unis. Et puis, on attend que progressivement cela change parce que Israël a un soutien indéfectible, là aussi, du président américain Donald Trump. Les relations qui se détériorent entre les États-Unis et le Rwanda peuvent être amélioré avec cette connexion, Israël va dire au président américain, attention, celui-là c'est un de nos meilleurs alliés en Afrique, il faut rétablir les meilleures relations avec lui, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas. Il y a encore certainement des conseillers politiques, des conseillers diplomatiques au niveau des différents ministères, au niveau des différents secrétariats d'État pour dire le mal qu'ils pensent du régime rwandais et pour le moment, en attendant une intervention personnelle du président Donald Trump, les relations entre les États-Unis et le Rwanda demeurent pour le moment des relations de plus en plus refroidies. Ainsi va l'actualité internationale dans les clés du monde. Deux sujets étaient à la loupe. Rwanda, Israël, destin croisé, RDC, élection hypothéquée. C'était donc les clés du monde sur Eden Télévision Diaspora FM.